bienvenue dans cette causerie. On est dans le cadre évidemment du Explore Alpes Festival, organisé par Thibaut, qui nous fait le plaisir d'être dans la salle pour parler ce soir d'un sujet ô combien important pour la vallée de la Tarentaise et puis pour la montagne en général, et bien au-delà même, c'est la mobilité, avec nos invités et avec cette opportunité justement de parler et de mobilité et de faire un focus tarentaise en particulier. Les invités tout de suite avec moi, donc on est avec Laurent Chel, Denis Bolaving, Valentine Loquet à côté de moi et Didier Chomaz. Je vais vous demander tous évidemment de faire un premier petit tour de table pour vous présenter vous-même. Ce sera aussi simple comme ça. Laurent, multiples casquettes, donc pour essayer de faire court, quel est l'un principal ce soir lié à la mobilité et à cette causerie? Ce soir, j'interviens plutôt comme vice-président de la communauté de communes en charge de la mobilité et du transport, voilà, sur ce beau territoire. Denis? Donc moi j'interviens en tant que responsable commercial chez Poma, en charge des projets de transport urbain, ascenseur valléen, tout ce qui n'est pas de la neige. Didier Chomaz avec nous. Alors moi je suis un utilisateur régulier de la ligne ferroviaire entre Chambéry et Bourg-Saint-Maurice. J'habite Chambéry, donc je travaille dans le cadre de la plateforme énergétique mise en place par la PTV pour conseiller les copropriétés en station sur les économies d'énergie qu'elles peuvent faire. Et donc j'utilise beaucoup le train, le vélo, le bus pour me rendre sur un lieu de rendez-vous. Et Valentine? Donc Valentine Loquet, APTV également, APTV, Assemblée du pays de Tarentaise-Vanoise, c'est peut-être pas le dire. Le syndicat mixte de Scott qui rassemble les 5 communautés de communes de Tarentaise. Et donc à cette fameuse APTV, je suis en charge des mobilités durables depuis 2 ans. Mobilité, c'est évidemment un sujet prégnant, on le sait, puisque je pense que tout le monde ici sait que le plus fort impact carbone laissé par le tourisme en montagne et en général, c'est évidemment la mobilité. Et on parle de la Tarentaise avec les contraintes géographiques. Ça représente quoi ce challenge pour toi depuis 2 ans, de te concentrer sur cette mobilité? Est-ce que tu as vu des vrais progrès ou de choses en tout cas qui se sont mis en place depuis quelques années? Pas du tout. Non, mais en fait, j'aimerais bien profiter de cette soirée pour... je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes déjà sensibilisé à la question. Donc vous savez que le premier poste d'émission de gaz à effet de serre en France, c'est la mobilité. Pour 99% des cas, voiture individuelle. 30%. En montagne, c'est plutôt... En Tarentaise, 62% dans les stations en Tarentaise des gaz à effet de serre. C'est la mobilité. Donc 95% la voiture individuelle. Voilà, tout ça on le sait. Alors là, je parlerai peut-être sous le contrôle de Laurent qui était là avant moi côté politique, mais en fait à la PTV, mon poste il a été créé il y a 2 ans. Avant la mobilité, c'était même pas un sujet ou vite fait un sujet. Et la chose qui est une avancée notable, c'est que maintenant c'est un sujet. Maintenant, on sait qu'il faut le traiter et en plus, on a commencé et ça prend même bien forme à mettre en place un système de gouvernance, parce que sans gouvernance, il ne se passe rien. Donc, on a créé, on va dire, le cadre juridico-politico-gouvernance avec les moyens du mieux qu'on peut, c'est imparfait, mais du mieux qu'on peut, de mettre les bonnes personnes autour de la table sans oublier personne, pour faire en sorte qu'il y ait des actions mobilité derrière. Mais aujourd'hui, après 2 ans, des actions concrètes où là, maintenant, on mesure la qualité de l'air en Tarentaise, c'est pareil, voire pire qu'il y a 2 ans. Nombre de véhicules sur les routes, on a battu un record en février dernier, 156 000 véhicules sur RN 90 en 1 jour, jamais atteint. Donc en fait, non, la situation empire. Maintenant, j'espère que... Enfin voilà, ce qui a changé, c'est plus une question d'orga, de comment on va faire demain, plutôt que d'actions concrètes. C'est bien de partir d'un constat, quel qu'il soit, de toute façon. Laurent, justement, on parlait de voitures. On a déjà abordé ce sujet. En nombre de voitures, est-ce que le chiffre qui compte est uniquement celui des fortes périodes de vacances, de tourisme, ou est-ce que, même hors saison, il y a encore beaucoup de solutions à trouver?
Oui, oui. En fait, on l'a dit. Alors moi, je partage la vision de Valentine. Simplement, peut-être dire, on a attaqué la montagne. On est quand même pas mal d'élus. Je vois Monsieur Wiber, qui est un conseiller communautaire aussi de la COVA et qui participe à travailler, membre de la commission transport mobilité animée par Valentine. Je pense que oui, la question du transport, elle est multicanale. Elle est aussi celle le transport quotidien de nos habitants. C'est-à-dire que c'est clair qu'on voit cet impact extrêmement fort du scope 3 de nos clients, etc., sur lequel on a assez peu de maîtrise et en tous les cas, il faut y travailler. Mais en même temps, on a plein de petits cailloux, pour reprendre plein de petits travaux qui s'organisent. Alors, des fois avec simplement le covoiturage. Nous, on a une grande partie de notre population qui monte en station l'hiver ou l'été, voire même en intersaison, en station et qui redescendent tous les soirs. C'est ce qu'on appelle le pendulaire. Nous travailler sur ce sujet-là, Léa, qui est notre chargée de mission à la CCHT, s'y est attelée fortement parce que diminuer, voilà, c'est faut travailler sur la mobilité du quotidien. Alors à Bourg-Saint-Maurice, et avec la CCHT, on y a travaillé avec la Ronde, par exemple, qui est avec un nouveau circuit d'ailleurs qui monte jusqu'à C. Voilà, qui est un vrai travail pour que les gens au quotidien n'aient plus à prendre leur véhicule. Et puis plein d'autres sujets. Alors on aura peut-être l'occasion de les aborder. Mais avant même de parler de la voiture de nos touristes, alors c'est important, hein, on y travaille. On travaille surtout sur justement basculer une partie de cette fréquentation sur des transports à impact un peu plus raisonnable. Je dis un peu plus raisonnable parce que voilà, ça a quand même un impact et il faut avoir ça en tête. Voilà. Mais c'est effectivement, on prenait le cas en novembre sur la route qui nous relie avec Val d'Isère et Tignes. On arrive à des comptages quand même quotidiens à plus de 4000 voitures, alors qu'on est en intersaison. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'après, bon, j'ai pas les crêtes en tête, mais on est déjà à une pression sur la route qui est déjà très importante. Alors, au-delà de la voiture, justement, on parlait d'autres mobilités. On va en parler aussi avec Denis et Didier. Denis, vous êtes en charge de tout ce qui est câble hors neige, c'est ça, hein, hors, en tout cas, le télécabine classique de station. Comment il se passe aujourd'hui ce marché du transport urbain par câble? Évidemment, on pense tous aux ascenseurs valléens. Comment il se développe? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de freins? Alors des freins, oui, il y en a encore beaucoup. Il y en a déjà un, c'est un frein économique parce que la magie de la neige, acheter des télésièges quand on vend des forfaits de ski, c'est pas facile, c'est un métier, mais il y a au moins des recettes dignes de ce nom et qui, quand on est sur des ascenseurs valléens, on change complètement l'approche et on doit aller chercher d'autres, on va dire d'autres motivations que l'argent tel qu'on on peut ça rentre, ça sort, on vend des tickets, c'est pas ça le modèle économique. C'est pas non plus des applications qui sont sur les mêmes amplitudes puisque on va chercher, d'une part, à sédentariser des gens en vallée et non plus déjà essayer de limiter les constructions en montagne, faciliter l'accès de la vallée à la montagne avec quelque chose d'efficace qui soit effectivement moins polluant, plus sûr aussi, parce que les saisonniers, c'est pas tous des pilotes, donc il y a des risques sur les routes de montagne. Aujourd'hui, ce qui est proposé avec les ascenseurs valléens, c'est de pouvoir développer toute une économie de vallée avec des logements moins chers à construire, moins chers à vivre. Donc ça en fait partie, mais il faut aller chercher tout ça. C'est-à-dire que l'ascenseur valléen en soi, c'est faire une remontée mécanique. Je dirais que tout le monde sait faire, mais la financer en ayant le modèle global et en sachant expliquer à tout le monde, il y a une multitude de parties prenantes on va dire, à fédérer et à convaincre. Non, c'est beaucoup plus compliqué que de simplement faire un investissement en montagne. Ça, c'est un premier point.
Et puis, il n'y a que 10% des gens qui skient. Donc, dans l'inconscient collectif, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Une télécabine ou autre, là, on est à Bourg-Saint-Maurice, ça va. Mais bon, ça ne parle pas à grand monde non plus. Donc, au-delà de l'ascenseur valéen, dans l'urbain en général, le plus gros frein, c'est d'arriver à ce que les gens se projettent dans est-ce que c'est sérieux ? Alors, ceux qui connaissent, ils disent bon, bah, ça va bien au ski, mais ça fait gling-gling, ça s'arrête toutes les 5 minutes parce qu'un télésiège, il y a quelqu'un qui embarque mal, il y a quelqu'un qui débarque mal. On ne fait pas de transport urbain avec des télésièges, on fait avec des véhicules fermés où les gens rentrent et sortent des véhicules plus facilement que dans n'importe quel bus ou n'importe quel métro, avec plus d'accessibilité. Mais malgré tout, voilà, il y a énormément de freins qui sont plus liés on va dire, à un imaginaire qui date soit de longtemps ou soit une absence de projection des gens parce qu'ils ne connaissent pas et on les emmène dans l'inconnu. Des télécabines urbains. Créteil, on est en train d'en monter un, Brest en a depuis une éternité, Ajaccio vient d'en faire un, Grenoble, enfin, il y en a quand même depuis longtemps. Évidemment, pour Saint-Maurice, cela, c'est l'exemple du funiculaire. Juste avant, restons 2 minutes sur ce sujet ascenseur valéen. Quand on pense à ascenseur valéen, on a quand même tout de suite des images qui viennent, on a des projets dont on entend tous parler depuis une éternité, et la première question qu'on aurait envie de demander, c'est pourquoi ça fait une éternité qu'on en parle et que ça avance pas. On a ceux qui, tout d'un coup, sont des vrais exemples, Saint-Gervais, l'un, et puis on a des gros échecs, comme le Feniflen, par exemple, qui devait être là un ascenseur valéen particulièrement exemplaire. C'est ça votre métier, c'est avoir des dossiers qui durent 20 ans et qui sortent jamais, d'autres qui tout d'un coup sont des... Comment on fait pour que ça avance un peu plus? C'est que ici, en Tarentaise, il y a des projets d'ascenseurs valéens qui avancent, se développent et viennent justement se substituer à la voiture et à la fréquence de voitures dont Laurent parlait à l'instant. Alors, le quotidien, c'est vraiment ça. C'est des projets qui sortent, qui meurent à des stades différents, puis certains qui sortent, qui aboutissent. Vous avez évoqué Brest, vous avez évoqué Paris, donc qui est en construction. Toulouse fonctionne. Ça fait 2 ans et demi. C'est un vrai succès. Au taux de satisfaction usagé, c'est l'appareil le mieux positionné sur l'ensemble du réseau toulousain. Taux de satisfaction usagé à l'échelle française, c'est à peu près 57%. À l'échelle toulousaine, sur le réseau toulousain, c'est à peu près 77%. Donc ils ont un niveau de satisfaction très important. Et le câble installé depuis 2 ans et demi, c'est 82% de taux de satisfaction des usagers. Donc quand c'est installé et que c'est utilisé, ça fonctionne. Mais voilà, il faut passer par toutes ces étapes. Et c'est principalement quand il y a des échecs, c'est principalement des échecs politiques. Parce qu'il faut une volonté politique très forte et c'est très dur de résister. On voit à Grenoble, par exemple, où, dans le cadre d'une enquête publique, on a vu tout et n'importe quoi, avec une sortie d'enquête publique positive, donc une majorité d'avis positifs, et une conclusion négative des commissaires enquêteurs, à qui les élus ont expliqué que bon, finalement, c'était plus la priorité. Un exemple. Funiflen, c'est un autre exemple, plutôt de concurrence entre massifs et d'alternance politique. L'ancien président du conseil départemental avait officialisé la commande. Le nouveau est arrivé, a changé d'avis. On a des projets qui sont longs à mûrir et qui sont relativement longs à se réaliser aussi. Vous avez entre 18 mois et 3 ans de procédure administrative pendant lesquelles il peut tout arriver. Parce que donc, moi, les ascenseurs valéens par câble, parce qu'en plus c'est au niveau de service entre la vallée et la station, ça peut aussi être considéré un ascenseur valéen. Je pense que par rapport à la réponse que tu apportes, il y a aussi des populations qui se posent des questions. Parce qu'il y a un calcul qu'on oublie tout le temps, c'est le coût de la tonne de CO2 économisé. Combien de CO2 on va économiser par euro investi dans notre projet? Par exemple, le coût de la tonne de CO2 économisé du plan national covoiturage, aujourd'hui, franchement, il est pourri. Pour le moment, il n'a pas fait ses preuves. Enfin, tant pis si je mets les pieds dans le plat sur certaines choses, mais voilà, parlons honnêtement ce soir. Sur les ascenseurs valéens, c'est bien d'informer en fait les gens pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur ok, vous allez investir tant, mais à la fin pour quel résultat? Pourquoi je vous dis ça? Moi je suis carrément pour les ascenseurs valéens par câble, qu'on soit bien d'accord, surtout quand ils partent d'une gare ferroviaire, parce que si on fait un ascenseur valéen en sachant que les gens ils vont déjà faire 1000-2000 km en voiture individuelle qui va décarboner
2 km de leur trajet, le coût de la tonne de CO2 économisée à la fin, il est plutôt exorbitant. Et ça, c'est pas une opinion, c'est pas une position, c'est pas du militantisme, c'est juste objectif. Est-ce qu'on peut le calculer et informer les gens, et comme ça, ils pourront prendre des décisions éclairées, tout simplement, quoi. Moi, avec et mon expérience dans les remontées mécaniques et aussi en ayant vu un certain nombre de projets que tu as cités, je crois qu'il y a une voie qui est vraiment en montagne, qui est de foisonner les usages. On ne peut plus faire un ascenseur valéen uniquement pour faire un accès station, par exemple. Il faut qu'il ait d'autres usages. Et les usages touristiques, entre autres. Moi, je sais que le funiculaire, qui est un outil incroyable, qui a été voulu par les élus, pas par les sociétés de remontée mécanique, je le rappelle, c'est vraiment les élus de Bourg-Saint-Maurice de l'époque qui ont voulu cet ascenseur valéen, qui ont voulu ce train. D'ailleurs, on a remis 15 millions dedans il n'y a pas longtemps, et c'est nous qui l'avons remis, c'est pas notre délégataire. Par contre, c'est vrai qu'il a un usage aussi touristique. Il donne accès à un bike park qui est incroyable, vous pouvez redescendre. Et puis, son accessibilité nous a permis de descendre aussi et de multiplier et d'améliorer son usage. Là, on est en train de travailler sur l'ascenseur valéen de La Rosière, par exemple, qui est là aussi un projet qui a fait couler. Voilà. Et ce qu'on a réussi à se dire ces derniers temps, c'est que cet ascenseur valéen est tout à fait envisageable à partir du moment où il reprend aussi d'autres usages. Et les autres usages, par exemple, c'est cette ligne des écudés qui donne du ski, mais aussi du vélo, et aussi qui amène des gens en altitude pour cette belle bouffée d'air frais. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Verbier a réussi à passer une remontée mécanique que tu connais, en transport public, et le relayer avec tout le dispositif de train suisse qui est très performant, qu'on envie tous. Voilà. Et puis voilà, il y a d'autres sujets. Voilà. Ça, je ferme le truc, mais c'est important de le dire. Juste pour vous dire une chose, quand on a abordé il y a une petite vingtaine d'années les sujets de transport urbain, on s'est rendu compte qu'un des freins, c'était le fait de dire c'est pas accessible. Et là, on a réussi à obtenir depuis 2 ans maintenant un guide d'accessibilité, c'est-à-dire que c'est un fascicule qui, pour n'importe quel donneur d'ordre qui veut investir dans une remontée mécanique, s'il suit ce guide, qui a été piloté par le CEREMA, conçu et construit avec tous les acteurs de la mobilité, les associations PMR, quelles qu'ils soient, et ainsi de suite. Donc, première chose qu'on a fait, pour enlever le frein de l'accessibilité, on a fait faire ce guide qui garantit que quand vous installez une remontée mécanique par câble, elle sera accessible à tout le monde, et au moins aussi bien que tout ce qui existe aujourd'hui. On fait la même démarche sur le bilan carbone. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, au travers des enquêtes publiques, qu'il y avait un déficit de preuves sur le calcul effectif de l'empreinte carbone de n'importe quel mode de transport. On a un gros avantage, c'est que quand vous investissez dans une remontée mécanique, en fait, vous investissez dans l'infrastructure et le matériel roulant, et ça fait un tout, la billettique, enfin voilà, on vous livre une remontée mécanique, tout est dedans, et on a la capacité aujourd'hui de faire un bilan carbone global, non seulement de l'investissement, mais du cycle de vie complet d'un ascenseur valéen, par exemple. On s'est rendu compte qu'on était les seuls à pouvoir le faire, et parce qu'on s'attache depuis le début à dire aussi, on fera du câble que là où c'est pertinent. Il faut un comparatif de mode systématique, et sur tous les sujets. Est-ce que c'est accessible comme tout le monde ? Quel est le bilan carbone ? Et là, c'est le drame, parce que personne n'est capable de donner son bilan carbone. On répond à des appels d'offres aujourd'hui dans la neige, où on a un fascicule de calcul du bilan carbone, à peu près comme ça, juste pour un télésiège dans la neige. On sait le faire, ça fait 5-6 ans qu'on travaille dessus. Pas tout seul, on est allé chercher Carbone 4, Jean Covici, que tout le monde connaît. Donc on a des outils qu'on s'est appropriés, qu'on a peaufinés, on n'est pas arrivé au bon résultat du premier coup. Mais par contre, il n'y a pas de... Donc là, on a réussi à faire en sorte que l'ADEME se saisisse du sujet, et il y a un groupe de travail global sur l'ensemble des modes de transport à l'ADEME qui est en train de réfléchir à uniformiser un référentiel de calcul d'empreinte carbone. Mais ça prend un temps fou. Donc là, on est en train de travailler un peu différemment, c'est-à-dire de se concentrer sur la partie vraiment urbaine et limiter le nombre de modes comparé à du bus, du tram ou du BHNS,
parce que c'est là qu'on est pertinent et qu'on doit être comparé. On n'ira pas se battre contre des trains ou des choses comme ça. Mais on y travaille. Et aujourd'hui, on tient quelque chose, mais on peut le comparer à rien. Parce qu'on est les seuls à être, on va dire, maîtres de notre émission carbone de A à Z. Y compris sur l'exploitation maintenant, c'est 60% de nos émissions. Donc voilà. Mais voilà, on y travaille. Prends un micro. Alors ça, effectivement, ça nous échappe complètement. Ça nous échappe parce que c'est des choses qui sont sur des modélisations de trafic, sur du report modal, sur des... Et les outils sont pas meilleurs. Aujourd'hui, hélas. Les outils de modélisation de trafic, ils sont pas bons. On le voit au quotidien. Mais je sais que vous faites vos bilans carbone. C'est pas notre boulot. Le seul mode de transport à nous sortir des bilans carbone en effet complets sur le cycle de vie. Bon, en même temps, sur les pistes cyclables, c'est difficile. Mais le coût de la tonne de CO2 économisée, c'est un calcul un peu différent qui est très complexe. Compris. Voilà, mais merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On s'est focalisé pendant toute la discussion sur le problème de la mobilité, sur l'activité économique principale qui est le ski. Mais à l'ère du changement climatique, on parle tous de tourisme 4 saisons. Est-ce qu'en termes de mobilité douce, et notamment en vélo, est-ce qu'il n'y a pas aussi des pistes de travail intéressantes à développer pour sensibiliser la population, communiquer pour faire venir des touristes à d'autres moments de l'année parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu primordial et j'ai l'impression qu'il y a d'autres territoires qui s'y sont mis et qu'on est un peu à la traîne. Qui veut répondre? En sachant qu'on n'a pas parlé que de ski quand même, on a parlé d'intersaison aussi. Qui veut répondre? Juste schéma vélo. On a fait un schéma vélo. La majeure partie du schéma vélo est dédiée au cyclotourisme. Comme le disait Didier avec sa casquette AF3V, là on pourrait, j'espère qu'on va réussir à poursuivre jusque par le col du Petit Saint-Bernard pour faire une Eurovélo immense. Mais en fait c'est déjà vachement bien entamé. Et bon, pareil, j'aime pas dire moi mon expérience perso parce que j'aime bien qu'on ait des données objectives, mais dimanche je prends le train pour rentrer en Tarentaise et c'était le TER et il était blindé de touristes parce que c'est les vacances de la Toussaint. Ils venaient en Tarentaise. Non, mais moi je suis assez d'accord et j'ai donné un exemple effectivement sur le vélo sur Bourg-Saint-Maurice, là pour le coup, et bon la communauté de communes s'investit aussi pas mal, mais clairement oui les choses changent. Les choses évoluent sur le vélo en fond de vallée. Je vais prendre un exemple avec les échoppes Borel, notre association de commerçants. Il n'y a pas longtemps, dans le cadre d'une étude économique sur le centre-ville, etc., moi j'ai été très surpris d'un atelier, d'abord par le nombre de commerçants qui participaient. Et un des axes, ça a été de nous demander plus de parking à vélo. Sécurisé à proximité des commerces, etc. Et ça, je dois dire que je vois en 4 ans que les opinions quand même voilà, ça change. Mais tu parlais d'acculturation tout à l'heure, c'est très important de parler voilà. Et puis je parle pour les voilà, il y a aussi la question des trottinettes, il y a plein de sujets qui sont en train de bouger. Je vais vous demander un petit exercice chacun pour conclure cette causerie. Les discussions pourront sûrement se continuer juste après, autour d'un verre. Le petit exercice, c'est de conclure en 3 ou 4 mots maximum sur ce qui serait pour vous l'enjeu prioritaire ou j'allais dire le rêve, en tout cas ce que vous aimeriez le plus voir avancer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Comment vous voyez cet avenir pour la Tarentaise? 4 mots. Et t'es pas obligé de commencer, si tu veux réfléchir. À chaque fois. Mon rêve, c'est que l'État qui est en train de faire son budget en ce moment taxe enfin le kérosène. C'est tellement facile. Et comme ça, on peut voyager en train à des prix normaux, juste soutenables. Voilà. Merci. Didier. Et également, moi, je me mets en fait... Calme-moi, Didier.
sur une position, je dirais, très, très pragmatique. Hein. C'est vrai qu'on voit que les finances publiques ne sont pas très, très reluisantes. Hein. Donc, comment faire les choses, justement, c'est-à-dire, pour moi, faire preuve de pragmatisme, trouver des solutions simples, être modeste, pas aller sur des infrastructures hyper coûteuses dont on ne connaît pas véritablement si elles vont véritablement servir. Hein. Là, je parle du Lyon-Turin ferroviaire, par exemple. Hein, parce que quand on parle de finances publiques, effectivement, dans le ferroviaire, qu'on dépense autant d'argent dans cette infrastructure, avec vraiment peu de on va dire, d'issues positives. On n'est pas sûr que, on va dire, les chargeurs, d'un point de vue fret, vont suivre. Donc c'est extrêmement risqué et extrêmement destructeur de l'environnement. Donc voilà, moi je suis vraiment sur ce pôle, on va dire, de redonner à la population, de faire en sorte que plus personne puisse avoir l'excuse de dire « moi je ne peux pas faire autrement que de prendre la voiture ». Voilà, hein. Donc ça passe vraiment par un maillage. On est tombé à 28 000 km de voies ferrées. On avait plus de 60 000 km de voies ferrées, on va dire, dans les années 30. Hein. La Suisse a maintenu son réseau ferroviaire. L'Italie a maintenu son réseau ferroviaire. Nous là, effectivement, la voiture a supplanté cela en disant bah non, les gens vont beaucoup plus utiliser la voiture. Le train s'est dépassé. Mais simplement, on commence à voir que les politiques se disent mais est-ce qu'on se serait peut-être pas trompé par rapport à ça, hein. Et effectivement, on commence quand même à voir un changement. Je dirais, quelles que soient les tendances politiques, je dirais, c'est un peu mon analyse. Ok, merci. Ok, c'est une question de valeur et de mesure. Denis, tu as eu le temps de réfléchir en plus. Ouais. Moi, je vais dire, faisons confiance aux jeunes et retroussons-nous les manches pour les accompagner dans leurs idées à eux, parce que je pense qu'ils ont plein de trucs sympas à nous faire faire. Mais je dis pas que c'est à eux de faire le boulot. Laurent, en 4 mots, non mais vraiment, non, ceux qui me connaissent savent que l'exercice est impossible pour moi. C'est pour ça, il était pour toi en fait à la base. Non, je vais pas clôturer le sujet. Clairement, c'est faux de dire qu'on se préoccupe pas de ces sujets-là et qu'il n'y a rien qui se fait. Et en même temps, on sent bien qu'il y a une vraie urgence à aller beaucoup plus loin. Et tout ça est multicanal. Il n'y a pas que le train. On est vraiment en front sur plein de sujets qui participent à la transformation de notre territoire. Et il faut qu'on y aille. Voilà. Donc on y met de l'énergie. Il y a une question de culture aussi, effectivement, au cœur de ce sujet-là. Voilà, allons-y. Merci à tous, merci à nos invités. Je vous laisse les applaudir. Donc, Valentine a plein de choses à vous donner. Nous, on peut aussi vous donner rendez-vous si vous voulez revoir et partager. Ce sera bientôt disponible sur Mountain Changemaker, puisqu'on était tous là aussi pour capter en vidéo ces causeries, ou cette causerie en tout cas. Merci à tous et très bonne soirée.